Attention, cette fiction se passe dans le sombre univers de Warhammer 40 000, et dans la société plus sombre encore des Eldar Noirs, ou Drukhari, de cruels pillards se nourrissant de la souffrance des plus faibles. Il y est abordé de nombreux sujets sensibles, tels que la violence physique et psychologique, la torture et autres actes sadiques. Cette œuvre s'adresse donc à un public averti et adulte. Les Chroniques de l'alarme de Ronce. Épisode 7. Souffrance. Lors du précédent épisode, Sherktan est rentré auprès des siens, et les Mandragores ont fait leur première livraison de captifs. Bien qu'il aimerait se soigner et se reposer, Sherktan réalise que toute la cabale de la langue venimeuse est à ses trousses, et que les Mandragores n'attendront pas. Pressé par le temps, il donne quelques instructions, et se prépare à boire le contenu d'une fiole entière. Même le silence était chargé de poussière dans cette pièce. Sherktan entra d'un pas lent dans la chambre sombre. Le lit à baldaquin, le siège de métal, les coussins fossilisés par le temps. Il s'assit sur la couette doucement, comme s'il ne voulait pas déranger, et soupira longuement. Sherktan se massa les yeux doucement. Il avait mal au crâne, mal aux côtes, mal à l'épaule, mal au ventre. Il était fatigué. Il avait faim. Il jeta un regard épuisé vers le couloir qui menait à la grande pièce. Là-bas, ses troupes s'affairaient. Mezranea réparait le saccageur. Sangzu, Cosidrion et Hart s'occupaient des captifs et de l'énervifage Rubeus. Kaereruit et Izrakei testaient les 3 recrues potentielles. Les choses se déroulaient selon ses ordres. Les Mandragores pouvaient apporter d'autres livraisons. Il saurait les gérer. Il pourrait s'autoriser à dormir. Il baissa la tête et regarda ses pieds. Son armure cabossée et couverte de poussière. Une bonne nuit de sommeil. Et un bon repas chaud. Oh, et un bain. Un bon bain chaud. Comme cela serait agréable. Il soupira encore, d'un long soupir d'envie, et vit son souffle se matérialiser en une vapeur froide. Il n'était pas seul dans la pièce, bien évidemment. « J'imagine que vous ne pouvez pas me téléporter une baignoire remplie d'eau chaude parfumée ?» demanda-t-il sans se retourner. Derrière lui, une silhouette sombre, uniquement éclairée par des runes verdâtres, l'observait. Elle sourit. « Est-ce là ta dernière volonté, archonge Sherktan, de la cabale de la larme de Ronce ?» Sherktan souffla un rire nasal. Il commençait à apprécier ces créatures surnaturelles. Il releva la tête. 3 autres Mandragores se tenaient debout autour de lui et l'observaient avec un regard de prédateur cruel. « Dis donc, mais vous êtes tous réunis pour le spectacle ?» Il tourna la tête et observa autour de lui. Dans toutes les ombres, des présences se devinaient, mouvantes, presque invisibles. Des regards verdâtres, des mèches de cheveux blancs. « On veille sur toi. N'est-ce pas ce que tu répètes à tout le monde ?» dit une voix spectrale. « Les Mandragores m'obéissent et me servent » imita une autre voix, avec le grain de voix exact de Sherktan. Un frisson de peur parcourut son échine. Il se redressa. Les avait-il courroucés ? Ils n'ont pas besoin de savoir si cela est vrai ou pas, simplement de le croire. Je n'ai pas envie qu'un autre Drukhari ambitieux m'égorge dans mon sommeil et récolte les fruits de mon travail. Aucune réponse. Sherktan regarda autour de lui, mal à l'aise. Elles étaient toujours là. Elle l'observait depuis les ombres, prédatrice. « Il n'empêche que nous avons passé un accord, n'est-ce pas ?» Il attendit. « Nous t'avons proposé un pacte. » Une autre voix ajouta. « Tu ne l'as pas encore conclu. » Sherktan hocha la tête. « Ouais, je sais. On y vient. » Il fouilla dans son armure et glissa ses doigts entre le cou et la clavicule. Il en sortit une petite fiole grise, l'essence d'agonie. Il l'observa, pensif.
J'aimerais reformuler ce pacte pour que tout soit bien clair entre nous. » Il tourna la tête et regarda derrière lui. Une mandragore était assise sur le lit, dos à lui, de l'autre côté. Immobile, ses cheveux blancs coulaient sur son corps. Cher continua impassible. « Si je bois cette fiole en totalité, d'une traite, comme convenu, alors vous aiderez ma cabale, immédiatement, même lorsque je serai encore sous les effets de l'essence. Par cela, je veux dire que vous continuerez à m'amener des captifs et des recrues potentiels, mais également que vous guiderez mes troupes dans les dédales de ce repère pour rejoindre d'autres lieux de Comorag et de l'espace réel. Je vais avoir besoin de munitions, de nourriture et de commerce. Trouvez-leur des passages, des portails qui les mènent à leurs besoins, mais empêchez les intrus de pénétrer notre repère. Les autres ne doivent pas découvrir où l'on se cache. » Il eut une sorte de grondement sourd. Il ne sut si cela était une approbation non verbale. Il précisa. « Je veux que ce soit clair. Si je bois la fiole, alors vous intégrez mes forces. Nous travaillerons main dans la main, ma cabale et vous. » « Nous ne serons jamais des esclaves. » gronda une voix spectrale. « Ce n'est pas ce que je vous demande. Je veux un partenariat, une alliance, un pacte entre égaux. » À cela nous acquiesçons. Bois la fiole et le pacte est scellé. Sharktan hocha la tête silencieusement. Il continuait de faire rouler la petite fiole entre ses doigts. Il l'observait avec inquiétude. Il referma son poing dessus, puis se recula dans le lit. La mandragore n'était plus assise de l'autre côté du matelas. Il s'installa bien au centre et cala l'oreiller sous sa tête. Il déroula ses jambes usées et rouvrit le poing. La petite fiole de cristal. Il la débouchonna et la sentit. Elle avait une odeur de sueur rance, l'odeur de la peur et de la souffrance. Il la regarda encore. Tout autour de lui, des dizaines de silhouettes l'observaient en souriant. Il les contempla chacune lentement. Des yeux verts, vides d'âme. Des cheveux blancs tombants. Des runes verdâtres luisantes. Des sourires chargés de dents tranchantes et fines comme des seringues. Une vision d'horreur. Il soupira et regarda la fiole à nouveau. Il aurait aimé se reposer avant, soigner ses blessures, se sustenter, se laver. Il aurait aimé avoir le temps de se préparer. Mais il savait que toute la cabale de la langue venimeuse le cherchait et que les mandragores n'attendraient pas longtemps. Alors, le mouvement sec, comme lorsqu'on se jette dans le vide à contre-cœur, il porta la fiole à ses lèvres et la but d'un coup. Le goût était infect. Il lui brûla la bouche d'une amertume affreuse. Très vite, cette brûlure se propagea à ses gencives et sa gorge. Il voulut tousser, il voulut vomir, mais déjà la brûlure irradiait dans toute sa mâchoire comme une rage de dents, dans sa gorge comme si on l'étranglait, dans son estomac comme s'il avait bu de l'acide. Son crâne sembla se faire transpercer par des lames de feu, son thorax s'enflammait, ses intestins se tordirent dans la pire colique possible, le mal de crâne implosa, ses nerfs prirent feu, et bientôt, il n'était plus que douleur. Il entendit un cri terrible, lointain, affreux, un cri bestial, le rugissement d'un cœur qui se déchire. Et dans les toutes dernières secondes où son cerveau était encore capable de comprendre ce qui lui arrivait, il réalisa que celui qui criait ainsi, c'était lui. Ainsi, il sombra dans des abysses sans fin d'une douleur inimaginable. Mesranea entra dans la chambre du roi souffrant. Voilà comment il le nommait désormais. Cela faisait maintenant 25 jours que Sharktan bu cette fiole. 25 jours qu'il se tortillait en hurlant sur le lit, trempé de sang et de sueur. 25 jours qu'il agonisait. Et pourtant, il refusait d'expirer. Hart venait le voir souvent. Il se relayait avec Sangzu pour le garder sous surveillance en permanence. Plusieurs fois, son cœur s'était arrêté. Plusieurs fois, il l'avait fait repartir.
Non pas par gentillesse ou obéissance, non, bien au contraire. Pour pouvoir continuer d'observer ce spectacle incroyable. Car quel spectacle! C'était comme une fontaine d'abondance pour tous les Drukhari, une source de vitalité pure, en illimité, un puits de souffrance sans fin. D'ailleurs, aujourd'hui encore, elle n'était pas la seule dans cette pièce. Hart était voûté au-dessus de lui, de toute sa hauteur surnaturelle. Kereruit se tenait derrière la tête de Lee et caressait la tête de Shark Tan avec un petit linge, afin d'essuyer la sueur. On aurait dit un geste d'amour maternel s'il n'y avait pas ce sourire cruel qui fendait son visage et ses deux grands yeux ouverts, écarquillés, obnubilés par les tourments de son archon. Dans les ombres, parfois perchées au-dessus du lit, les mandragores l'observaient elles aussi, et elles le protégeaient, à ce qui paraît. 2 autres guerriers kabbalites se tenaient droit, avec fusil en main et casque sur la tête. Ils se tournèrent vers Mesranea lorsqu'elle entra. Elle s'offusqua de l'idée qu'ils disent quoi que ce soit concernant son droit à être là. Ils avaient été arrachés des soubassements de Komorrag par les mandragores. Testés et entraînés par Kereruit et Izrakay, équipés grâce au profit de la toute dernière fiole qui avait été vendue. Tout cela sans avoir jamais rencontré l'Archon conscient. Ils étaient désormais 18 guerriers kabbalites dans la cabale de Shark Tan, et près d'une vingtaine d'esclaves infectés. Mezra se sentait infiniment plus légitime, elle qui avait été l'une des premières recrutées par Shark Tan, elle qui l'avait vu comme ce qu'il était vraiment, un simple Drukhari, un peu plus chanceux et ambitieux que les autres, pas comme ce roi souffrant digne de révérence. Les ignorant, elle avança vers Hart et déclara « A-t-il repris conscience ?» Hart se tourna vers elle de tout son corps, comme un long serpent. Il l'observa sans rien dire, tout en dodelinant de la tête, comme il le faisait sans cesse, comme s'il suivait une mouche invisible du bout du nez. Son visage était impassible, comme d'habitude, car c'était une cagoule de peau écorchée qu'il portait comme un masque. Il répondit enfin, en se retournant vers Shark Tan. Juste quelques secondes. Il a réussi à boire un peu d'eau, mais il est reparti. Si jamais cela se reproduit, dites-lui que le saccageur est réparé. Peut-être que cela le motivera à arrêter de dormir. Kereruit lui lança un regard dur et perdit son sourire. Elle ne dit rien, mais Mezra lut la désapprobation dans son regard. L'ignorant encore, elle continua. Comment se présente la récolte ? Quand est-ce que nous pourrons avoir plus d'essence d'agonie ? Nous avons quasiment tout dépensé en pièces d'équipement, réparations et ressources diverses. Si les mandragores continuent d'amener les recrues, nous n'aurons bientôt rien à leur donner. En quoi ça te regarde ? Tu te prends pour qui ? Grogna Kereruit. Je t'ai parlé, toi ? Répondit sèchement Mesranea. Hart continuait de fixer Shark Tan sans rien dire. Kereruit dégaina son couteau et le fit tourner entre ses doigts. Elle semblait ivre de violence. La température chuta brutalement et la luminosité sembla s'abaisser. Mesranea leva les yeux. Une mandragore était accroupie sur les barres au-dessus du baldaquin, comme s'il ne pesait rien, et l'observait en silence de ses yeux verts. Elle eut un frisson de peur. Elle baissa les yeux et regarda Kereruit. Celle-ci observait aussi la mandragore. Elle détourna le regard et rangea son poignard. Hart parla enfin. La nerviphage Rubeus met de nombreux mois à arriver à maturité. Et le processus de distillation est un processus lent et complexe. Nous n'aurons pas d'essence à vendre avant la fin du cadran, au minimum. Quoi ? Et on fait quoi en attendant ? On reste ici à tourner en rond ? Hart se tourna vers elle et sourit largement. On profite du spectacle. Et il se tourna à nouveau vers Shark Tan, qui convulsait de douleur sur le lit. Mesranea soupira et observa le roi souffrant. Il ne se passait pas grand-chose, à vrai dire, mais il y avait quelque chose de réconfortant à être auprès de lui. C'était comme regarder un puissant feu de cheminée en hiver. Quelque chose dans la danse des flammes et le crépitement du bois réchauffait le fond de l'âme. Et bien là, c'était encore plus fort et plus agréable. Les griffes de la soifée s'éloignaient. Le cœur battait plus fort. On se sentait comme rajeunir. Shark Tan toussa soudainement une mousse jaunâtre qui coula le long de sa joue. Mesranea ne put s'empêcher un petit gloussement de plaisir.
Une pièce métallique, froide, grise, sombre. Un lit miteux, un homme, dedans, dormant. Une femme, humaine, debout devant un placard, rangeant précipitamment des boîtes. Elle est vêtue d'une combinaison de travail. La scène est vue en contre-plongée. Il est petit. Sharktan est un enfant. Un petit blip électronique, et la porte glisse sur le côté. Une silhouette se tient dans l'encadrure. Un monkey, un humain, un arbitresse. Sharktan ne sait pas comment il le sait, mais il le sait. Pendant une seconde, il se souvient qu'il est Sharktan, que ce n'est qu'une autre de ses visions, de ses souvenirs douloureux inscrits dans le distillat de la plante. Il ouvre les yeux, chargé de larmes. Tout son corps est un océan de feu et de douleur. Il a l'impression que son squelette cherche à sortir de son corps, que ses muscles se liquéfient, que quelque chose le ronge de l'intérieur, qu'on lui perfore le crâne, que ses dents sont en train de pourrir. À travers sa vision chargée de larmes, il voit la silhouette d'un Gary Kabelite penché sur lui, casqué. Il ne le reconnaît pas. Parce qu'il ferme les yeux, il est à nouveau dans ce hab-bloc humain. Il est à nouveau un enfant manqué. Son père dort, sa mère est devant le placard, et la porte vient de s'ouvrir. C'est un arbitresse. Il ne sait pas très bien ce qu'est un arbitresse, mais il sait que c'est une mauvaise nouvelle. Il ne faut pas les contrarier. Il a une énorme armure de cuir et de métal, et une masse énergétique dans la main. Son crâne est masqué par un casque qui ne laisse que la bouche visible. Une large fente horizontale cache ses yeux. Sharktan a peur. L'enfant qu'il est dans ce souvenir qu'il est en train de revivre a peur. Il hurle. Mais il n'hurle pas dans le souvenir. C'est la femme qui hurle. Elle hurle en se retournant. L'homme dans le lit se réveille. Rebecca Oshiza, épouse Burino, résident au 35 F 348 65. Employée cuisinière à la cantine centrale du secteur 35 F, déclare l'arbitresse. Un silence de mort tombe. Cela ne ressemblait pas à une question, mais la femme bafouille doucement. Oui. L'homme dans le lit se lève, il pose sa main sur l'épaule de Sharktan, sur l'épaule de l'enfant. Il sent sa peur, il sent aussi toute la douleur de son véritable corps, tandis que ce cauchemar de ce souvenir humain se déroule dans son crâne martelé. Vous êtes accusé d'avoir volé dans les stocks de votre frigo, ainsi que d'avoir revendu de l'amasec de contrebande non conforme à la législation 6589 F, article 67, continue l'arbitresse. Par conséquent, vous êtes destitué de votre statut de citoyenne et devez être conduite au secteur de réattribution de rôle pour dissidente. Puisse l'empereur avoir pitié de vous. Et il entre dans la pièce. Sharktan pleure, il a si peur. Son père lui lâche l'épaule et avance vers l'arbitresse. La femme bafouille. Non, je vous en prie, mon fils était malade, je voulais simplement qu'il survive. Son frère avait succombé, alors je ne voulais pas que... Laissez-la, je vous en prie, arrêtez hurle l'homme. L'arbitresse a un mouvement de recul. Le champ énergétique de sa masse s'allume. Franz, non! Hurle la femme. Sharktan a si peur, il a si mal. Ne la prenez pas! Prenez-moi! C'est moi qui ai revendu l'amasec! Hurle l'homme. Reculez! Hurle l'arbitresse en le pointant de sa masse énergétique. Puis il se tourne vers la femme et lui attrape le poignet. D'une main, il lui retourne le bras, la forçant à se tourner sur elle-même et à se plier en deux. Elle hurle de douleur. Sharktan se lève. Il est si petit. Il n'atteint même pas la hanche de l'arbitresse, mais il court vers sa mère. Reculez! Crie encore l'arbitresse alors que Sharktan avance vers sa mère. Mais Sharktan ne ralentit pas. Il sent le danger. Il aimerait ne pas le faire, mais il n'est pas Sharktan. Il est cet enfant, ce souvenir de Monkey qui ne contrôle pas. Kayon, non! Hurle son père et il se jette entre lui et l'arbitresse. Celui-ci tient la femme d'une main et voit l'homme avancer vers lui. Il se raidit. D'un mouvement vif, il envoie la masse énergétique vers l'homme qui s'interpose entre l'enfant et lui. La masse lui percute le côté du crâne dans un coup de tonnerre, envoyant un flash de lumière blanc. Sharktan est aspergé d'un liquide. Il réouvre les yeux un instant. Il n'est plus dans sa vision. Il est sur le lit et il souffre tellement, il n'en peut plus. Combien de temps s'est passé? Il n'y a qu'une silhouette sombre près de lui, une silhouette terrifiante aux yeux verdâtres qui le fixe. Il referme les yeux. Par terre, l'homme. Le crâne est ouvert, le sang coule, les yeux regardent dans le vide, figés dans la peur. La femme hurle, Sharktan lève les yeux, sa mère est en sanglots. Elle hurle un cri de douleur et de tristesse. Son père est mort. Sharktan l'a compris. Il est peut-être petit, mais il l'a compris. Il est mort à cause de lui. Il aurait dû rester assis. L'arbitresse repart avec sa mère qui hurle. Sharktan la regarde partir, impuissant. Il est si petit. La porte se referme d'un coup sec avec un petit bip. C'est désormais affreusement silencieux dans cette pièce. Il est seul. Non, il baisse les yeux. Le sang coule du crâne de son père. Il est seul avec le cadavre de son père. Il tâche ses chaussures.
Sharktan le regarde, immobile. Il a si peur. Il est si triste. Il a si mal. Il cligne des yeux. Un visage est juste devant lui. Un visage affreux. Comme si quelqu'un avait un masque de chair agrafé sur sa face. Une femme est à côté. Elle a le visage brûlé, défiguré. Une femme Drukhari. Il n'est plus dans la vision. Il se souvient et il souffre toujours autant. Kaer ? Oui, maître. Répondit-elle en souriant. Pendant une demi-seconde, Sharktan est heureux de ne pas être cet enfant humain. Il n'a pas vécu cela. Lui dit le Drukhari masqué. Il a si soif, si mal, cette douleur est inimaginable. Il aimerait en mourir, même son âme est brisée. Il repense à ce père et à cette mère qu'il aimait tant et qui sont morts. On porte quelque chose à ses lèvres. Il tente de boire. Il a si mal. Sachez que le saccageur... Le liquide qui entre dans sa bouche est comme de l'acide. On essaie de le tuer. Il crache, et c'est comme s'il crachait ses viscères. Il a si mal, il aimerait mourir. Il sent comme une main se resserrer autour de son cœur. Une main démoniaque, surnaturelle. Une main d'une puissance inimaginable. Et elle lui souffle à l'oreille. La soifée. Non! Je suis Sharktan, archon de la lame de ronce, et je ne mourrai pas. Jamais Et il est à nouveau dans cette cité ruche. Il est à nouveau un monkey. Il est toujours petit. Un peu moins petit. Mais toujours pas un adulte. Il a froid, il a faim, il est fatigué. Il marche avec d'autres humains. Certains sont des enfants comme lui, d'autres des adultes. Il porte un lourd sac à outils. Il a une tenue de travail sale. Tous ont des codes-barres à l'arrière du crâne qu'ils ont rasés. Soudain, il prend à droite et sort du groupe. Il marche rapidement et s'éloigne. Mais tous les autres sont trop fatigués pour regarder autour d'eux, trop apathiques pour en avoir quoi que ce soit à faire. Il avance dans un couloir de métal sombre. Regarde derrière lui que personne ne le suit. Il jette son sac à outils dans un coin sombre. Il tourne à gauche. Il court encore. Il arrive enfin devant une grande porte. Sur le côté de la porte, il y a un torse de femme surmonté d'une tête. Des dizaines de câbles sortent de son thorax et de son crâne. Sa bouche est remplacée par une grille Vox. Sharktan s'approche. Il pleure. L'enfant qu'il est dans le souvenir pleure. Le morceau de femme parle d'une voix métallique. Accès à la réserve de la cantine du secteur 35F. Veuillez décliner votre identité et vos codes passe. Sharktan pleure. Il s'approche du visage de la femme. Il essaie de parler. Bonjour. Bonjour, maman. Et il éclate en sanglots. Il lève la main et caresse sa joue, froide, cireuse. Joyeux anniversaire. Mot de passe erroné. Veuillez décliner votre identité ou vous éloigner. Sharktan est dévasté. Il sent son cœur se flétrir de tristesse, d'une souffrance infinie. Comme jamais il n'a souffert. Il pleure et continue de caresser la carcasse de femme au mur. À travers ses larmes, il voit le visage de cette femme à moitié machine. Elle répète « Mot de passe, bonjour maman, incorrect. Mot de passe, joyeux anniversaire, incorrect. Veuillez décliner votre identité ou vous éloigner. » Mais sur son visage, de ses yeux vitreux presque gris, des larmes coulent aussi. Au fond de sa voix métallique, un petit trémolo se fait ressentir. Et cela dévaste encore plus le petit cœur de Sharktan. Sauf qu'il n'est pas cet enfant. Il est Sharktan. Un Drukhari qui se nourrit de la souffrance des autres et des émotions fortes. Et ce n'est pas sa souffrance. Ce n'est pas sa mère. Il n'est pas un monkey. De la tristesse infinie de cet humain, il se nourrit. De la souffrance extrême de ce mouvement vécu, il se régénère. Dans un spasme et une inspiration brutale, Sharktan se redressa sur le lit. Il avait toujours aussi mal, et il n'avait pas un centimètre cube de sa chair qui ne ressentait pas une coupure, une brûlure, une torsion et une infection à la fois. Mais assis dans le lit, le souffle court, les dents serrées, Sharktan restait conscient. Il luttait pour ne pas refermer les yeux et se rallonger. La douleur qu'il ressentait était toujours inimaginable, mais il était désormais plus fort qu'elle. Il la dominait. Il se dominait. Il redressa la tête et regarda autour de lui. Il y avait des silhouettes, des gens, des mandragores dans les ombres, des guerriers kabbalites en armure grise sombre qu'il ne reconnaissait pas, une femme Drukhari qu'il observait, Mesranea, un autre qu'il connaissait,
Sang-Zhu. Celui-ci ouvrit la bouche en souriant. Scratch, vous êtes... Le son lui vrilla le tympan d'une douleur indicible et provoqua une telle sensation de haine qu'il lança son bras vers le cou de Sang-Zhu et planta ses doigts directement dans sa gorge. Ses ongles longs et tranchants perforèrent la peau blanchâtre du Drukhari surpris, qui se raidit mais n'eut pas le temps de bouger. Consumé par la haine, Shere-Khan resserra sa prise autour de la trachée et tira d'un coup sec, explosant la gorge de Sang-Zhu dans un jaillissement de sang qui l'aspergea de ce liquide chaud et agréable. Pendant une demi-seconde, la douleur et la surprise de Sang-Zhu atténuèrent la douleur de Shere-Khan. Le silence le réconforta. Il se revoit en tant qu'enfant humain, dans ce souvenir qu'il avait vécu, aspergé par le sang de son propre père, mort par sa faute. Un instant, il manque d'être enseveli sous la tristesse, la culpabilité, la douleur extrême de ce monkey. Mais sa soif de souffrance Drukhari prend le dessus et le nourrit. Elle l'alimente suffisamment pour qu'il ait la force de rester conscient et de gronder, les dents serrées. Je t'avais dit d'arrêter de dire Scratch ou je t'arracherai la gorge. Les mains sur son cou ouvert, dégoulinant de sang et de chair, Sang-Zhu partit en courant de la pièce, les yeux exorbités de terreur. Le sang coula sur le visage de Shere-Khan jusqu'à ses lèvres. Il passa sa langue pour en lécher les gouttes, chaudes et ferreuses. Il respira difficilement, tentant de garder le contrôle sur cette douleur, comme un cavalier qui s'accroche sur une monture folle lors d'un rodéo. Devant lui, Mesranea le regardait avec un grand sourire, encadré par ses 2 cabalites casqués. Croisant son regard chargé de haine et de douleur, elle inclina la tête vers l'avant dans un mouvement de référence et lui siffla. Bon retour parmi nous, maître Shere-Khan. C'était le 7e épisode des Chroniques de l'Alarme de Ronce et le dernier épisode de la saison 1. La cabale de Shere-Khan est désormais fondée, et lors de la saison 2, nous suivrons les aventures de celle-ci contre de nouveaux ennemis, notamment dans l'espace réel. Alors parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains raids contre peut-être votre armée préférée. A bientôt pour de nouvelles aventures.